Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Alexia. Ravi de, Bonjour. ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence du collectif Digital Learning Academy. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Alexia Rouland, qui est ingénieure pédagogique, qui est spécialisée dans l'accompagnement référent handicap auprès des organismes de formation et qui est également formatrice. L'objectif aujourd'hui de la conférence, c'est de partager des informations autour justement en fait, de l'inclusion. Donc, comment développer des parcours de formation inclusifs. On va aborder plusieurs thématiques, Alexia. Il y a plusieurs en fait, approches effectivement dans dans ce sujet-là. On va essayer de comprendre quels sont les différents types d'handicap auxquels on est amené en fait qu'on est amené à rencontrer quand on est formateur. On a également en fait par rapport à ces profils, comment adapter les formations, donc comment permettre à chacun d'adapter, de pouvoir en fait acquérir les compétences, transmettre les informations et acquérir les compétences. Et on va également travailler, en fait, et essayer de voir ensemble comment adapter les supports de formation, parce que pour chaque type d'handicap, il y a forcément en fait, voilà, des adaptations possibles. Et on finira par des questions-réponses. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Et on peut poser donc toutes les questions à travers en fait, la partie questions-réponses. Juste avant de te donner la parole pour que tu te présentes, Alexia, je vais juste vérifier que les auditeurs tout fonctionne de votre côté. Bonjour à toutes et à tous. Dites-moi dans le chat juste si c'est OK le son, si tout est bon. Je vérifie si c'est Je te OK. laisse. Ouais, c'est bon. C'est tout bon. Bah, écoute, Alexia, je te remercie encore une fois voilà, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, tu peux te présenter, s'il te plaît, voilà, nous expliquer ton rôle et comment tu interviens. Mais écoute, merci déjà, Brahim, pour ton invitation. Et bonjour, bonjour à tous. Donc moi, c'est Alexia Rouland, je suis responsable d'ingénierie pédagogique et je suis par ailleurs référente handicap. Bon, je vais pas faire tout mon CV, mais c'est vrai que j'ai travaillé pour la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. J'ai eu l'occasion aussi de travailler dans des structures spécialisées aussi dans le champ du handicap. Donc c'est vrai que le domaine du handicap, c'est voilà, un domaine que j'apprécie, dans lequel j'apprécie aussi de travailler et de pouvoir combiner l'ingénierie de formation et tout ce qui va être accessibilité, inclusion, handicap. Ce sont des thèmes qui me sont à cœur. Donc, merci Brahim d'avoir pensé à moi pour échanger sur ce sujet. Avec plaisir. Écoute, aujourd'hui, l'inclusion est un sujet qui est d'actualité, puisque effectivement, on va le voir par la suite, la réglementation impose quelques règles et l'arrivée de Calliope met un cadre encore un peu plus conséquent. Mm. Alors, est-ce que le chat est accessible? Peux-tu activer le chat? Normalement, c'est bon. OK, c'est bon. Nickel. Parfait. Bah, écoute, ça a l'air bon. Donc, les gens arrivent Super. progressivement. Merci à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Tu peux donc partager, Alexia, ton écran et quand on va commencer la conférence. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce C'est qu'on voit tout. mon écran? Par contre, moi, Oui, j'aurais pas accès au chat, hein, je te laisse. Voilà. oui, oui, c'est bon. Je vérifie. Ok, ça marche. Donc, on peut commencer? On peut y aller. Tu as la main. Super. Donc, notre thématique d'aujourd'hui, de ce midi, c'est comment on peut développer des parcours de formation inclusifs. Quand tu m'as demandé, hein, Brahim, d'intervenir sur cette thématique, j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai pas hésité une seconde à te répondre. Mais je me suis dit que ça serait quand même bien qu'on se mette d'accord déjà sur la notion d'inclusion, D'inclusion, tout à fait. qu'on se comprenne là-dessus. Hop. Donc l'inclusion, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un terme, comme tu l'as dit, hein, qui est très, très tendance, très à la mode. Je pense que c'est aussi intéressant quand même de se penser comment ce terme est arrivé. Pendant longtemps,
les personnes qui étaient à l'écart de la norme sociale ont été exclues, étaient plutôt victimes de formes de ségrégation, mises à l'écart de la société. Heureusement, j'ai envie de dire, les choses ont évolué et il nous semble maintenant à tous quand même plus intéressant de vivre dans la société plutôt qu'en dehors. Et de ce constat, de ce fait, on a eu un modèle qui s'est imposé qui était plutôt celui de l'intégration. D'accord. Donc on n'était pas encore dans l'inclusion, donc l'intégration va permettre à chaque personne qui est à l'écart justement de la norme sociale d'avoir une place dans la société. Par contre, on va lui apporter une réponse différente ou en tout cas un circuit, un chemin d'accès différencié. Donc là, finalement, avec l'intégration, on était plutôt dans une réponse spécialisée, une réponse un petit peu à part, et pas forcément dans le droit commun. Ce qui est intéressant avec l'approche inclusive qui est plus récente, c'est qu'on va considérer que ce n'est plus à la personne de s'adapter, mais que ça va être à nous tous finalement de nous adapter, quoi qu'on fasse, d'avoir en tête que ça doit être accessible finalement à tout à chacun, qu'on soit à l'écart ou non de la norme sociale. Très Donc, intéressant, ça. Ça veut dire que on est passé en fait d'une approche où, OK, il y a des personnes en situation de handicap, elles sont là, elles ont des besoins, mais on va leur créer un parcours à part, d'accord? D'un nouveau paradigme qui, non, en fait, on est tous différents et on va plutôt travailler sur une notion d'inclusion et d'adaptation. C'est ça? c'est exactement ça. C'est nous, la société, c'est l'environnement qui va s'adapter et c'est plus la personne finalement qui va faire l'effort de s'adapter à la société. Très bien. Donc c'est vrai que ça peut être une approche un petit peu utopique aussi, hein, de parler d'inclusion. Moi, ce que je pense en tout cas, et j'en suis convaincue, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche, dans un processus continu dans nos pratiques quotidiennes. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus un projet social aujourd'hui, l'inclusion, alors que voilà, auparavant, c'était une logique de compensation. En fait, on crée des parcours un peu à part pour des personnes qui n'étaient pas soi-disant normales. Alors qu'aujourd'hui, cette notion de normalité n'a plus lieu d'être. On a tous nos spécificités, nos différences, et on C'est rentre ça. dans une logique en fait de société, voilà, qui est inclusive. Exactement, exactement. On tend beaucoup vers ça et nos politiques actuelles tendent vers ça aussi. Super. J'ai mis voilà, des petites vignettes. Alors, c'est des images, hein, je pense qu'on a tous déjà vu sur les réseaux sociaux qui circulent pas mal, mais que je trouve intéressantes et que j'ai voulu un petit peu aussi illustrer par rapport à notre thématique. On voit bien hein, sur le premier schéma le principe d'égalité, où on apporte les mêmes moyens à tout le monde, mais finalement, on voit très vite hein, qu'on risque très vite de tomber dans tout ce qui va être de la discrimination. Oui. Dans la logique d'intégration là que j'ai présentée juste avant, on va apporter justement des compensations, une réponse différenciée. Donc là, c'est pareil, tout le monde accède finalement à cette société, hein, au contenu, mais avec une réponse différenciée. Alors que dans l'inclusion, finalement, on est bien dans une même réponse qui va profiter à tout le monde. On Ouais, n'a pas besoin de différencier le moyen. c'est une belle image. Juste par rapport à cela, tu mets comme titre obligation légale, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a changé, c'est ça, progressivement, pour Ex- apporter ces évolutions. Exactement. C'est ce qu'on voilà, on disait juste avant qu'effectivement maintenant ça s'impose à nous, hein. On tend vers une société inclusive, une obligation d'accessibilité, mais on va en parler juste après un petit peu plus en détail. Alors, juste avant que tu passes à la suite, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la notion d'égalité, parfois, elle est trompeuse. C'est-à-dire que dans une bonne volonté, on introduit des discriminations. C'est ça. Et c'est ça. Et donc, on a essayé, hein, au départ, effectivement, de cette réflexion sur l'inclusion, en fait, de l'intégration, de faire de préférence, voilà, de privilégier une certaine approche pour certaines personnes. Et on s'est aperçu effectivement que ça a créé des déséquilibres dans les centres de formation et même parfois des plaintes, voilà, donc des inégalités. Mm. Mais c'est ça, hein, le principe d'égalité, inégalité, de discrimination, d'inclusion. Enfin, je pense que c'est vraiment voilà une démarche, un processus et une réflexion qu'on doit finalement avoir tout au long
de nos parcours, dès la conception de formation jusqu'à la délivrance de la formation. Et donc, à travers également ce schéma, on voit très bien que la réflexion en fait autour de l'inclusion va plutôt se concentrer sur quel est le dénominateur commun, d'accord, qui pourrait être changé. On le voit par exemple ici la palissade, hein, d'accord, Mm. voilà, qui rend invisible l'écran. Et donc, quels sont les éléments potentiellement qui peuvent être modifiés, adaptés et qui apportent un bénéfice pour tous et non pas C'est ça. uniquement par des approches adaptatives. Exactement, que ce soit profitable à tous et qu'on soit en situation de handicap ou non, parce que finalement, on a tous des besoins spécifiques et on fonctionne tous différemment. Oui, Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette logique-là. très bien. Alors après, effectivement, dans l'inclusion, quand on a parlé de cette thématique, on a forcément pensé au handicap. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on a 12 millions de Français, donc ça représente à peu près 20%, hein, un Français sur 5 qui est atteint de handicap. Donc là, ce sont des chiffres officiels que j'avance. D'accord. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Une personne sur 5, bien sûr. Je ne sais pas combien là on est dans le webinaire, mais voilà, Une- potentiellement, On est 15 là actuellement. voilà, donc potentiellement, on peut avoir 3 personnes parmi nous Ah en oui. situation de handicap avec des besoins spécifiques. D'ailleurs, à propos, hein, avec Zoom, on a la possibilité d'ajouter des sous-titres. Les sous-titres, tout à fait. Voilà, donc s'il y a besoin, on peut le dire. Alors, je ne sais pas si chacun peut l'activer ou s'il faut passer par le chat et que ce soit toi qui l'active, Brahim. Normalement, tout le monde peut l'activer. Voilà, il suffit Bon, simplement en fait, de cliquer sur afficher les sous-titres. donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc voilà, donc ça, c'est la définition telle qu'elle est définie dans la loi du 11 février 2005. Je peux vous laisser la lire, hein, là, elle va rester affichée un petit peu à l'écran, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir la vulgariser et justement de la rendre vraiment accessible et compréhensible à tous. C'est que finalement, on va partir d'une cause ou quelle que soit la cause, hein, d'ailleurs, que ce soit une maladie, un accident, une atteinte congénitale ou même le vieillissement. Oui, Donc, on a une cause, qui va nous amener, qui va conduire à une déficience. Donc une déficience qui va être liée à un organe, un sens, qui ne va pas fonctionner correctement. Donc on va avoir une altération finalement fonctionnelle, physiologique, psychique. De cette cause, donc on a une déficience qui vient se créer, et de cette déficience, il va y avoir une incapacité à réaliser voilà, certaines activités, certaines actions. Et là rentre en jeu justement l'environnement, le contexte. Et c'est ce qui va mener justement à des restrictions de participation plus ou moins importantes selon la déficience et selon l'environnement dans lequel évolue la personne. Et c'est là où d'accord. on va parler de handicap, c'est quand ça va causer un désavantage. Voilà, donc on est Ah oui, vraiment d'accord. sur une interaction de facteurs à la fois personnels et à la fois d'éléments qui sont dépendants du contexte de l'environnement. Donc, un Voilà. cadre, en fait, un handicap ne s'exprime que dans un cadre bien déterminé. Oui, une personne qui serait en fauteuil roulant, s'il a une rampe d'accès pour accéder, je ne sais pas, au commerce ou à l'institution à laquelle il se rend, va pouvoir le réaliser en toute autonomie et finalement son handicap, s'il a un fauteuil roulant, va être compensé. Oui, Donc on ça. va vraiment atténuer, presque gommer la situation de handicap. C'est ça. En fait, l'handicap, c'est plutôt quelque chose qui empêche quelqu'un d'accéder, voilà, à un objectif, quelque part, en fait. Donc, à travers des moyens. Voilà. En l'occurrence, là, on parle de formation, mais il y a d'autres, voilà, manières aussi, voilà, ou lieux, etc., où s'exprime le handicap. Par exemple, l'accessibilité, hein, comme tu dis. Et donc, est-ce que le handicap, cette définition-là, c'est une définition qui est légale, c'est-à-dire, ou non, c'est simplement une expression voilà, de définition un peu comme ça qui fait consensus. Parce que je vois source la loi du 11 février. Donc, est-ce que... Là, c'est vraiment la définition légale telle qu'elle est D'accord, inscrite dans le texte de loi. très bien. Ce qui est intéressant justement avec cette définition de la loi de 2005, c'est qu'on a introduit la notion de l'environnement.
Et c'est ce qui nous amène aussi à cette notion d'inclusion. On est vraiment dans la prise en compte de l'environnement de et à l'environnement. quel point c'est la société, l'environnement qui va créer ou en tout cas accentuer le handicap de la personne. Donc on a une part de responsabilité justement dans ce handicap. On n'est pas uniquement sur du facteur personnel. Mais là, on est bien sur une définition Très bien. légale. Et c'est cette définition qui va servir par la suite également, voilà, de cadre pour les applications, les directives, les adaptations des différents supports, etc. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Donc là, tous les handicaps, les différents types de déficiences, en tout cas, sont cités. On va les Oui, détailler un petit peu. Euh, alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a 80% des personnes qui sont en situation de handicap invisible. J'ai mis ce petit logo, je le trouve très intéressant. C'est vrai que dans l'imaginaire de chacun, quand on parle de handicap, on a l'image tout de suite du fauteuil roulant. Alors c'est vrai que les différents logos qu'on peut voir dans notre vie quotidienne, c'est souvent fauteuil roulant qui représente le oui. handicap. Mais pour autant, on a que 80%, on a 80% de handicaps qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. On croise la personne, on se dit, on ne peut pas imaginer qu'elle a un handicap. Et pourtant. Eh oui. Alors ça, c'est très intéressant. C'est souvent quand on fait des formations, hein, on est dans le cadre de la formation, lors des premiers échanges qu'on a avec les apprenants, quand ils arrivent pour faire un devis, etc., on n'a pas forcément, voilà, de façon visible, on n'évalue pas un handicap. Donc, on occulte cette dimension de handicap et on y va. Donc, on va voir par la suite qu'effectivement, la compréhension, peut-être l'interrogation, le questionnaire en amont va nous permettre de déceler bah, aussi les besoins et quel type d'handicap en fait la personne peut, voilà, peut avoir. Voilà, effectivement, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que ce soit clairement affiché ou clairement visible. La plupart des handicaps ne se voient pas. Et j'ai mis la petite phrase de l'OMS parce que ça, je la trouve aussi très intéressante hein, dans cette approche qu'on a à vouloir aussi rendre nos formations inclusives. C'est que tous, à un moment donné, alors on ne sera peut-être pas forcément en situation de handicap au sens tel que l'a défini la loi, mais en tout cas, on sera quand même dans une situation de déficience ou de manière temporaire, dans le meilleur des cas, voire permanente, dans notre vie. On y sera tous confrontés. Donc voilà, donc c'est aussi intéressant ça de l'avoir en tête et on est vraiment, là encore une fois, dans l'approche inclusive, même si on ne rentre pas dans le champ du handicap tel que c'est défini dans la loi. Mais en tout cas, on peut avoir une déficience. Alors justement, c'est intéressant, tu mets pas imaginaire. Oui, C'est-à-dire que quelque part, nous, on n'a pas à apprécier, quelque part en tant que formateur, on n'a pas à apprécier, à demander des justificatifs, etc. À partir du moment où la personne exprime en fait un handicap, un besoin, etc., nous, on est censé voilà, en fait, bah, la croire et pas, voilà, ne pas douter quelque part voilà, du potentiel handicap. C'est pas parce que, comme tu dis, c'est pas visible, d'accord, que c'est peut-être imaginaire et que la personne veut simplement plus de privilèges. c'est vrai que derrière la notion de handicap et derrière le handicap invisible, on a plein de préjugés. Oui, On a tous des préjugés, donc bon, on va pas rentrer dedans parce que là, ça pourrait être un autre webinaire. Hein. Il y a beaucoup à dire. On va en parler un petit peu aussi en présentant les différents handicaps. Mais voilà, effectivement, on n'a pas apprécié. J'irais même un petit peu plus fort, si je peux me permettre. On n'a pas voilà à juger oui. du handicap ou non de la personne. C'est pas parce qu'elle marche, qu'elle se tient debout et qu'elle parle qu'elle n'est pas en situation de handicap, qu'elle ne présente Bon, pas de handicap, qu'elle ne présente pas de déficience ou qu'elle n'a pas de besoin particulier, tout simplement. très bien. Ça, c'est très important dans le cheminement, en fait, la compréhension, l'adaptation des formations. Parce que c'est pas parce qu'une personne, comme tu dis, arrive qu'elle marche, que forcément, elle peut rester debout pendant 2 heures ou dans un atelier, etc. Donc, Bon, on va le voir par la suite, c'est très important, effectivement, qu'on comprenne bien les besoins de chacun. on va présenter les différents handicaps. Je pense que ça va permettre d'illustrer un petit peu justement cet échange. Hein. Donc notamment, donc là c'est la classification nationale D'accord? du handicap. C'est comme ça qu'il est représenté. On a les différents petits pictos hein, qui représentent aussi chaque type de handicap. Si on prête attention, hein, normalement, on les voit un petit peu partout, hein, dans l'accueil Oui, des magasins, dans les établissements publics, dans les établissements qui reçoivent du public. On voit ces petits pictos.
Oui, Donc voilà, donc c'est aussi important des fois d'avoir la définition, de savoir, pour certains c'est évident, pour d'autres c'est pas forcément évident de savoir à quoi ils correspondent. Donc voilà, donc c'est l'occasion aussi de les présenter. Alors je vais commencer par développer un petit peu ce que c'est que le handicap moteur, c'est celui en ouais, général qu'on connaît le mieux ou qu'on pense en tout cas connaître le mieux. Donc ça concerne à peu près 8 millions de personnes, hein, pour voilà, donner des chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même seulement 2% de ces personnes-là qui sont en fauteuil roulant. Donc finalement, c'est ce qui est le plus représenté, mais ça ne représente pas la majorité des personnes en situation de handicap et loin de là. Donc, dans le handicap moteur, c'est tout ce qui va être atteinte de la motricité. La motricité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité du corps ou d'une partie du corps à se mouvoir. Donc dans les incapacités qu'on a, dans les déficiences, ça va être tout ce qui concerne le déplacement, la posture, être d'accord. debout, être assis, changer de position, la communication, parler, écrire, l'action sur l'environnement, saisir un objet, le manipuler, tout ce qui va être l'alimentation, le fait de porter à la bouche déjà, de mâcher, d'avaler, tout ça, ça fait appel à des capacités motrices, mais également tout ce qui va être de l'ordre de la perception, hein, même voilà, de tourner la D'accord. tête. Donc tout ça, on est dans de l'efficience ou de la déficience motrice. Tout ce qui va être aussi les déficiences motrices cérébrales. Je pense aux séquelles d'accidents vasculaires cérébrales, hein, les AVC. Oui, Ça en fait partie. On a des personnes qui souffrent aussi de dystonie. Bon, c'est plutôt du handicap rare, mais ça va être des contractions involontaires des muscles qui peuvent aussi affecter la parole. Donc ça aussi, ça fait partie du handicap moteur. Donc, ce handicap moteur qui est représenté par le fauteuil roulant, voilà, petite attention, petit point de vigilance, hein, la majorité des handicaps moteurs restent quand même invisibles oui, parce que tu disais 2% uniquement sont en en fauteuil fauteuil. roulant. Oui, voilà, Bon, alors effectivement. après, il y en a qui peuvent avoir voilà, des cannes, des déambulateurs, des aides à la mobilité, mais toutes les personnes, hein, qui souffrent de douleurs chroniques au niveau du dos, des problèmes de hanches, tout ce qui va être les troubles musculo-squelettiques aussi, hein, Oui, voilà, c'est pas forcément du handicap visible, et pour autant, ça peut rentrer dans le champ du handicap, bon, ou d'accord. en tout cas des besoins particuliers. Parmi les 12 millions donc, de personnes porteuses de handicap, il y a 8 millions qui sont déjà porteuses d'un handicap moteur, c'est ça? Oui, Est-ce que tu as dit avec c'est toutes les ça? déficiences possibles. Donc c'est quand même voilà, une forte majorité, quoi. Les 2 tiers sont, voilà, sont plus ou moins, voilà, plus ou moins visibles, hein, comme tu dis, mais porteuses d'un handicap moteur. Oui, plus invisible même qu'invisible, Plus invisible plus invisible que visible. Exactement. Ensuite, donc on a le handicap sensoriel, hein, donc déjà il y a le handicap visuel et auditif. Oui. Déjà le handicap visuel, alors c'est aussi bien les personnes qui sont non-voyantes que les personnes qui sont malvoyantes. Mhm. Donc ça représente à peu près 20% des handicaps, hein, sachant qu'avec l'avancée dans l'âge, c'est un handicap qui tend à augmenter aussi, la perte de la vue. Le handicap auditif, donc c'est pareil, ça va être les personnes sourdes, mais aussi malentendantes, en sachant que la plupart des cas, il y a souvent des petites perceptions quand même de sons, de certains sons en tout cas. Il y a rarement de surdité totale complète. Sur à peu près 6 millions de personnes qui sont sourdes ou malentendantes, il y a seulement 100 000 personnes qui utilisent la langue des signes, pardon. D'accord. Voilà. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein. C'est pas parce qu'on est sourd qu'on utilise la langue des signes. Beaucoup de personnes vont utiliser ce qu'on appelle la lecture labiale, donc le fait de lire sur les lèvres quand la personne parle. Oui. Mm. D'où l'utilité de, voilà, de bien parler face caméra, on va le voir par la suite, Exactement. d'articuler, de... Exactement. Donc ça que c'est des choses, hein, de bon sens. On voit bien, là, toi et moi, on parle face caméra, on prend la peine, voilà, d'articuler, de faire attention. Et quelque part, on est déjà dans une démarche inclusive Oui, où, même sans être atteint de surdité,
c'est beaucoup plus agréable pour nos interlocuteurs de nous suivre, plutôt que si on parlait en regardant ailleurs. Voilà, on perdrait, à mon avis, leur attention. Oui, oui, on le verra par la suite dans les aspects plus pratiques. Mais c'est Exactement, oui. vrai que quand on est en train d'échanger, aussi face à un écran ou un tableau, on est souvent en train de bouger à droite à gauche et on n'a pas forcément conscience, voilà, voilà, de l'adaptation nécessaire aux Mm, personnes qui ont ce type d'handicap. exactement. Donc c'est vrai qu'avec aussi ce handicap-là, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés à oraliser. Oui. Surtout quand le handicap est intervenu voilà, dès l'enfance ou dès la naissance, l'acquisition du langage oral peut être plus difficile. Il peut y avoir des difficultés à oraliser. Donc là, ce que tu dis, c'est que même nous, en fait, la compréhension, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la réception de l'information, donc eux qui reçoivent l'information, c'est aussi en retour, bah, pour nous, parfois, on n'arrive pas à les comprendre, etc. Donc il faut que, voilà, c'est une relation, c'est pas uniquement dans un seul sens. Exactement. Ouais. C'est vraiment la communication qui risque d'être entravée. Oui, Je passe au handicap psychique. ok. Alors le handicap psychique, moi, c'est un handicap que j'aime bien aborder parce que je pense, hein, un handicap qui est plutôt méconnu et qui est victime de beaucoup de préjugés. Euh, alors, j'ai envie de dire, à l'origine, les maladies psychiques sont plutôt connues du grand public. Oui. Mais je pense qu'elles sont peut-être un petit peu trop vulgarisées et que justement leur image est dégradée. Et cette image dégradée vient fausser justement la définition et la compréhension de ce type de handicap. Là, on peut évoquer par exemple tout ce qui va être les troubles bipolaires, on peut évoquer la dépression, on peut évoquer la schizophrénie. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment, on en parle, hein, bah lui, dis donc, il est schizophrène, oh, bah lui, c'est un dépressif. Enfin, bah, on sent que souvent, c'est quand même des préjugés qui sont négatifs autour Oui. de ces pathologies. Ce qu'il faut savoir avant tout, donc là, c'est pas le but hein, voilà, de rentrer dans les détails, mais on a vraiment dans ce handicap des déficiences, une altération au niveau de la pensée, au niveau de l'humeur, au niveau du comportement. Donc effectivement, c'est des personnes qui vont avoir un comportement un petit peu atypique, qui posent question. Mais je pense que là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est en face de personnes qui souffrent, face à des personnes qui sont en grande détresse. Donc voilà, donc c'est aussi un point de vigilance qu'il faut avoir. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir des traitements assez lourds qui entraînent une certaine fatigabilité. D'accord. Donc, quand on reçoit des populations, voilà, quand on fait de la formation, c'est important de bien comprendre voilà, quel type d'handicap et à quelle gravité d'handicap psychique, émotionnel, pour et d'une, que nous, on sache comment adapter, et de deux, qu'on prévienne également le reste de l'équipe, par exemple, ou des apprenants, qui ne soient pas surpris, effectivement, parce que ils peuvent avoir des comportements, hein, comme tu dis, involontaires, un peu atypiques. C'est ça, qui peuvent, voilà, ouais, qui peuvent interroger. Ouais. Et justement, hein, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui justement ont leur capacité intellectuelle, mais par contre vont avoir difficulté à les mettre en œuvre, vont avoir des difficultés à se sociabiliser, justement, d'aller vers les autres de fait de ces comportements atypiques. Oui, ne serait-ce que, par exemple, des personnes voilà, qui, de façon anodine, qui peuvent avoir en fait des tics, des tocs ou des choses comme ça, et qui n'altèrent en rien leur capacité voilà, intellectuelle, etc. Et qui pour autant peuvent être, voilà, il faut bien communiquer, bien comprendre, etc. Puis c'est surtout, parce que c'est vrai que comme tu dis, nous on l'aborde comme étant plus comment apporter un peu de confort à nous, comment ne pas être perturbé nous par les autres. Or que l'inclusion, c'est aussi un cheminement de bienveillance, c'est-à-dire que comment les mettre le plus à l'aise possible, ces personnes-là, pour qu'elles se sentent voilà, intégrées dans le groupe et qu'elles puissent véritablement à s'apaiser et commencer à profiter en fait des formations.
Exactement, exactement. Comment on peut aussi diminuer voilà, leurs craintes, leurs angoisses, maintenir leurs repères, exactement, et contenir, les aider à contenir justement voilà, leurs émotions. Tout à fait. Alors, juste du coup, Seydou pose la question, est-ce que le bégaiement est un handicap au sens de la définition? Au sens de la définition, oui, parce qu'on a bien une déficience qui va avoir un impact sur certaines activités, donc notamment l'activité de communiquer pour une personne. Donc là, on serait même plutôt, je dirais, sur du handicap moteur, Oui, parce qu'on a les capacités intellectuelles, hein, qui sont préservées, mais on a bien une difficulté à s'exprimer. Donc là, on touche à tout ce qui va être communication, donc effectivement, avec un impact, avec un désavantage. Donc on est vraiment dans le champ du handicap et ça peut être reconnu comme un handicap. d'accord. Et c'est quelque chose qui, en général, voilà, dure dans le temps. Tout à fait. Ensuite, la déficience intellectuelle, La effectivement. Bon, déficience intellectuelle, donc là, ça va être tout ce qui va toucher les difficultés de compréhension, de mémorisation des nouvelles connaissances, des difficultés d'attention, de concentration, oui, des difficultés à communiquer, de se repérer dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui fait appel à ce type de capacité. On a également dans cette rubrique-là ce qu'on appelle les troubles 10, la dyslexie, donc qui affecte le oui, langage oui, écrit, la dyspraxie, qui est plutôt un trouble de coordination, la dysphasie, donc tout ce qui va être le trouble du langage oral, la dyscalculie, les troubles des activités numériques, la dysorthographie, tout ce qui est les difficultés liées oui, à l'orthographe, hein, et la l'orthographe. dysgraphie qui est plutôt les difficultés du graphisme. Donc, voilà, donc c'est ce qu'on appelle les troubles 10. Et ça, en formation, on a quand même beaucoup, hein, de personnes, Oui, d'apprentis qui sont touchés par ces troubles bien 10. sûr. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'entre handicap psychique et déficience intellectuelle, handicap psychique, on est plutôt bon, en fait des manifestations, mais qui n'altèrent pas la capacité intellectuelle, alors qu'il y a des déficiences, là, voilà, on perd un peu de potentiel intellectuel. Oui, alors sachant que dans le potentiel intellectuel, il faut vraiment voir tout ce que ça peut englober. Euh, ça peut être voilà, justement des difficultés de communication, donc ça peut être le langage écrit comme avec la dyslexie. Et Oui, pour autant, les capacités intellectuelles de la personne, hein, de compréhension, de mémorisation, sont plutôt bonnes, voire des fois même meilleures, parce qu'elle aura mis en place tellement de compensation qu'elle aura peut-être même de meilleures d'accord. capacités. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec la déficience intellectuelle, hein. Ça englobe finalement beaucoup de handicaps, également les troubles du spectre de l'autisme, Oui, qui sont rangés dans cette classification. Sachant que les troubles du spectre de l'autisme, n'engendrent pas tous une déficience intellectuelle, mais ça sera plutôt des altérations au niveau des interactions sociales, d'accord. au niveau de la communication, il y a des intérêts restreints, des réactions sensorielles qui peuvent être inhabituelles. Voilà, donc au niveau de la déficience intellectuelle, on peut suivre une formation avec une déficience intellectuelle qui peut être compensée. Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse attention de ne pas faire d'amalgame entre, par exemple, on a une déficience, une perte en fait de faculté sur une fonction particulière et puis le potentiel dans sa globalité. La personne peut avoir Exactement, compensé, peut... exactement, c'est exactement ça. Très bien. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à mélanger un petit peu en déficience intellectuelle et déficience psychique, Oui. mais c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Et on a donc les maladies invalidantes, hein, Et les forcément. maladies invalidantes, hein, donc là c'est pareil, ça va être une grosse classification, une grosse rubrique, hein, qui va regrouper tout ce qui est maladies respiratoires, digestives, infectieuses, parasitaires. Alors par exemple, on pourrait citer le diabète, le sida, le cancer, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Oui. Euh, voilà, donc Tout ce qui est, voilà. toutes ces maladies-là rentrent aussi peuvent rentrer en tout cas dans le champ du handicap ou en tout cas des déficiences temporaires pour certaines.
D'accord. qu'on doit prendre aussi en compte quand on conçoit nos contenus de formation. Et là, on n'est pas dans une hiérarchie de maladies. C'est-à-dire que on n'est pas à la Sécu, où, voilà, cette maladie-là vous donne droit à un traitement à 100%. Voilà, c'est pas du tout ça. À partir du moment où en fait, une maladie induit une invalidité, d'accord, on la prend en considération, nous, dans le cadre voilà, de l'adaptation des formations. Oui, puis j'ai envie de dire même nous en tant que voilà formateur ou voilà ou responsable de formation, on n'a même pas besoin de savoir la maladie de la personne, Oui, euh, mais on peut tout simplement s'intéresser à ses besoins spécifiques. Voilà, certaines maladies là que j'ai évoquées, ça peut nécessiter des temps de pause plus réguliers, ça peut nécessiter voilà une fatigabilité aussi. Donc voilà, oui, comment c'est on ça. adapte le rythme de la formation. C'est ça. Et puis nous, parfois, on est amené aussi, quand on a des formations sur plusieurs jours, bah, on gère aussi la partie repas, donc la restauration, et donc forcément, on pose des questions par rapport à telle ou telle maladie qui viendrait voilà, modifier le régime. Sur des régimes spécifiques, exactement. Alors là, je le cite très brièvement parce que ça rentre pas dans la classification, mais voilà, moi je sais que j'ai à cœur de quand même le préciser, qu'on ne l'oublie pas, c'est tout ce qui va être le polyhandicap. Oui, Donc là, on est vraiment sur du handicap plus, voilà, plus lourd. Dans la définition justement de la loi de 2005, le polyhandicap, c'est vraiment l'association du handicap moteur et du handicap cognitif, à oui, minima. À oui, minima. complètement. Alors même, en fait, l'idée avec toi, Alexia, de présenter tout ce panel en fait, d'handicap, c'est pas trop pour rentrer dans le détail de chacun, mais c'est plus ensuite pour nous, les formateurs, pour qu'on se pose les bonnes questions par rapport à chaque axe, à chaque type d'handicap. Mais c'est ça, si on veut vraiment comprendre les besoins spécifiques de chacun, c'est vrai qu'on a quand même besoin de comprendre les différents types de déficiences. C'est ça. Et là, on se rend compte que finalement, on a quand même un panel très large de déficiences, surtout qu'il y en a certaines qui peuvent aussi se cumuler entre elles. Oui, Donc c'est voilà, comprendre les défis, enfin, pour comprendre les besoins, on a aussi besoin de comprendre les c'est ça. différentes déficiences qu'il peut y avoir. Tout à fait. Alors, rentrons dans le vif, dans la pratique, dans l'aspect légal, dans Ouais, avant les l'aspect contraintes. pratique, un petit peu de légal, un peu de réverbatif, mais bon, voilà, on a quand même un cadre légal qui entoure toutes nos actions. Donc il faut quand même le préciser. Donc celle que j'ai envie de citer, voilà, qui est connue ou qui doit être connue, c'est la loi du 11 février 2005, qui s'appelle la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment le nom de la loi. Ils n'ont pas fait synthétique. Euh, bon, voilà, là, c'est un petit peu le résumé. J'aime bien ce schéma qui résume les principaux axes de cette loi. Je pense que là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce qui va être à retenir, c'est le droit à compensation. D'accord? Donc c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution pour vraiment compenser, réduire ce fameux désavantage dont on parlait tout à l'heure. Le principe d'égalité et Oui. de non-discrimination qui est inscrit dans la loi. Là, ce qui nous concerne aussi, ça va être tout ce qui concerne l'insertion et l'obligation d'emploi, la scolarisation, l'enseignement, la formation. Donc ça, c'est vraiment les gros chantiers de la loi qui sont toujours D'accord. en cours. On n'a pas atteint tous les objectifs, il y a encore du gros travail. Donc je pense que c'est vraiment des actions qui nous appartiennent à Alors, tous. droit à la compensation, on va le voir par la suite comment, d'accord? L'égalité, non-discrimination, forcément aussi, on va voir comment adapter, comment compenser. Et par contre, l'insertion et obligation d'emploi, ça veut dire qu'aujourd'hui, les organismes de formation, l'éducation nationale ont obligation de développer des parcours inclusifs, voilà, qui permettent en fait à chacun de pouvoir s'insérer par la formation. Exactement, exactement. De par la formation, on va concourir finalement à l'employabilité aussi, ou une meilleure employabilité des personnes. Tout à fait. Et Alors, sans distinction dans un principe de non-discrimination. complètement. Alors, juste, je vois que c'est 11 février 2005. Oui, Ça date pas voilà, de quelques années, ça fait mais 18 ans. ça fait 18 ans, mais en même temps, c'est que 2005. C'est-à-dire qu'auparavant, les années 90, 80, etc., on en parlait, mais il n'y avait pas forcément encore véritablement de cadre, de Alors si, contraintes.
Alors, on avait quand même des lois, on a des choses qui étaient mises en place, qui n'étaient pas aussi poussées, hein. La loi de C'est ça. 2005 va vraiment plus loin dans l'accessibilité. La loi de 2005 avait prévu aussi des échéances en termes d'accessibilité. C'est pas encore atteint. 18 ans après, on y est encore. 18 ans après, voilà, les échéances sont pas respectées, donc c'est vraiment un gros, gros chantier Ah oui. qui est toujours en cours. Donc je pense que c'est vraiment de la responsabilité de chacun de faire en sorte que cette accessibilité, qu'on puisse quand même y parvenir grâce à l'inclusion aussi, justement. Si on Super. est dans Voyons comment. l'inclusion. Alors justement, voyons comment maintenant, comment toi tu abordes voilà, les Alors, choses. je présente rapidement quand même là, les différents décrets D'accord? qu'il peut y avoir, hein, justement, qui nous concernent nous aussi en tant qu'organisme de formation, donc qui nous pose bien le principe de non-discrimination et d'accessibilité à la formation, et qui nous impose de tenir compte des contraintes particulières des personnes, donc ou qui sont reconnues officiellement en tant que personnes en situation de handicap, D'accord. ou pour des personnes qui présenteraient un trouble de santé invalidant, de manière temporaire ou permanente. Alors, ce sont deux termes génériques, effectivement, mais on va le voir dans le détail ensuite, mais qui sont assez conséquents en termes d'impact. Principe de non-discrimination et d'accessibilité, bah, en gros, ça veut dire que n'importe qui doit pouvoir, à moins que ça soit contre-indiqué en termes opérationnels ou techniques, donc n'importe qui doit pouvoir accéder à la formation. C'est à nous d'adapter. euh, Exactement, de proposer effectivement les adaptations suffisantes pour permettre à la personne d'accéder à la formation. Alors après, effectivement, hein, quand on conçoit des modules de formation, on pose des prérequis. oui. Donc voilà, les prérequis restent là, hein. Il faut quand même que la personne satisfasse aux prérequis nécessaires pour suivre la formation. Mais après, il s'agit à nous d'aménager peut-être les modalités pédagogiques, les supports, Voilà, donc le ça, rythme de la on le voit. formation. Alors, et comment, donc, justement, effectivement, on le voit en dessous, c'est ça? Exactement. Alors, on a une loi qui est un petit peu plus récente, enfin un décret en tout cas du 5 septembre 2018 qui concerne justement le choix de son avenir professionnel. Euh, Ok. on va rentrer dans le concret, hein, promis. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de reposer tout ce principe légal parce qu'on voit que ça évolue, on voit que quand même régulièrement on remet toute cette accessibilité. Oui. Euh, voilà, on nous rappelle un petit peu au Alors, cadre légal. c'est très important, Alexia, parce que nous, quand on a demandé aux membres du collectif sur cette thématique, il y avait deux sujets importants. C'est, et d'une, comprendre le cadre légal, donc dans quel cadre légal je suis, d'accord? Et de deux, effectivement, bah, quel type de process, de méthode, etc., je dois faire pour apporter de l'inclusion. Ouais, donc la loi du 5 septembre 2018, voilà, elle est plus récente, hein, elle a 5 ans et elle nous concerne directement dans le sens où voilà, les personnes doivent se former et acquérir des compétences, quelle que soit leur situation. Oui, Donc ça, c'est pour tout le monde, donc on est vraiment dans le principe de l'inclusion. Après, les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, donc il y a une obligation, le ETH, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, donc qui est remise à l'ordre du jour, qui a été accentuée avec cette loi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais voilà, il y a une obligation en tout cas d'emploi des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Il doit y avoir un référent handicap dans chaque CFA, dans chaque centre de formation par l'apprentissage, oui, pour justement permettre à chaque apprenti d'avoir une aide spécifique en fonction de ses besoins. Le télétravail, alors c'est vrai hein, que nos années Covid ont été difficiles, mais elles ont aussi permis de se rendre compte que le télétravail, ça peut aussi faciliter la situation de certains travailleurs en situation de handicap. tout à fait. Ça a été aussi ouvert et facilité pour les proches aidants. Ça, D'accord. voilà, c'est à savoir, c'est intéressant. La place des aidants prend de plus en plus aussi d'importance dans les Considéré. textes de loi. Ouais, sont davantage considérés. Et enfin, les organismes de formation doivent justement répondre à des critères de qualité pour justement prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap, en tout cas avec des troubles de santé invalidants. Et là, je D'accord. pense que c'est voilà, ce qu'on connaît un petit peu tous, c'est Calliope.
Ou le spectre de Calliope. Le fameux spectre de Calliope, alors qu'on connaît ou en tout cas qui nous effraie. Euh, alors moi, je voulais pas le rendre effrayant, hein, Calliope. Non. Là, j'ai juste le focus. Voilà. Compliqué, mais pas effrayant. Voilà. Et bon, en tout cas, sur tout ce qui va nous concerner dans le cadre de l'inclusion ou des réponses aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ou avec des besoins particuliers, Mhm. ce qu'il faut qu'on s'assure en tant qu'organisme de formation, c'est de pouvoir diffuser une information accessible au grand public. Donc une information détaillée, mais ça, je pense que de toute façon, les différents OF le font déjà. Oui, Donc c'est aussi le but, hein, c'est de se rassurer tous. Hein. On ne va pas tout réinventer nos pratiques, mais une information détaillée sur la formation qu'on dispense, et bien pouvoir préciser qu'effectivement, quelles sont les différentes modalités pédagogiques, les différentes modalités d'évaluation. Donc déjà, moi en tant qu'apprenant, je vais pouvoir me dire est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas. Voilà, si c'est du distanciel, si c'est de l'hybride, si c'est du distanciel, voilà, qu'est-ce qui me convient le mieux? oui. Et déjà, ça va orienter mon choix sur la formation que je vais choisir. Donc là, D'accord. Qu'on déjà, on fasse est pas un dans de mauvais l'inclusion. choix. Voilà, qu'on On fasse pas fasse un pas de mauvais choix. mauvais choix. Donc plus ça sera détaillé, plus déjà finalement le public pourra déterminer la formation qui lui convient. Donc ça déjà, c'est déjà de l'inclusion de faire ça. De rajouter une petite note, voilà, de dire qu'on peut s'adapter au handicap, qu'il peut y avoir peut-être aussi une personne ressource au sein de la Oui. structure auprès de qui on peut faire part de nos besoins. Ça aussi, c'est de l'inclusion et on rentre dans les critères Calliope en ouvrant déjà cette possibilité-là. Donc voilà, donc d'établir des contenus, des Ouais. modalités pédagogiques adaptées. Donc ça, on va rentrer dans le concret juste après, donc ça, on va prendre le temps de le détailler. Le fait de nommer un référent handicap, c'est obligatoire pour les CFA, donc pour ceux qui font de l'apprentissage par l'alternance. D'accord. Et j'ai envie de dire, ça serait vivement conseillé pour tous les OF, qui est quand même un interlocuteur privilégié pour tout ce qui va être les questions liées au handicap. Je vais Bon. revenir un petit peu après hein, sur le rôle du Voilà. référent handicap. Voilà, de disposer aussi d'outils, d'un réseau de partenaires qui peuvent être mobilisables justement par les différents professionnels. Donc encore une fois, c'est de se constituer un répertoire, donc c'est pas quelque chose qui va être figé, mais Oui. c'est voilà, quelque chose qu'on peut constituer au fil du temps, petit à petit. Déjà, rien que ce webinaire que tu organises, hein, Brahim, vient alimenter déjà un outil qui répond aux critères de Calliope, hein, c'est de s'y intéresser, d'apporter une veille. D'accord. Voilà, Donc, être dans une dynamique en fait de recherche, de veille, exactement, d'information et ne pas être figé simplement dans l'état où on est. Faut être, et pour cela, exactement. forcément être en Déjà, voilà, connexion avec cette des partenaires. ouverture-là, D'accord? exactement. Donc là, déjà, quelque part, tu permets d'apporter des éléments pour Calliope. Super. Et donc de sensibiliser le personnel au handicap tout en sachant qu'on ne fait rien sans le consentement de la personne. Mais voilà, des petites choses, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le 80% du handicap invisible, Oui, c'est important de pouvoir sensibiliser les différents formateurs oui, complètement, parce que à ce chiffre, hein, finalement. oui, et en même temps, si on n'explique pas en fait au personnel, aux formateurs, etc. Je pense surtout aux organismes de formation qui font appel à de nombreuses personnes externes, internes, etc. C'est très important effectivement de sensibiliser avant que la personne, le formateur arrive, à quel type de population, d'audience il a et voilà, quelles sont les adaptations qu'on a pu faire. Voilà, et puis enfin, que ça fasse pas peur non plus de se dire qu'on va recevoir potentiellement des apprenants en situation de handicap, hein, de dédramatiser un petit peu et de déconstruire les préjugés qu'il peut y avoir Super. autour de chaque type de handicap. Donc voilà, un petit peu plus concrètement, du coup, et ça va répondre de toute façon aux critères de Calliope, hein. Le fait de penser inclusion, c'est déjà une façon d'anticiper les adaptations qu'il pourrait y avoir ou d'anticiper l'accueil d'une personne en situation de handicap. Donc déjà, en amont, je vais m'intéresser au parcours antérieur de l'apprenant que je vais recevoir.
L'apprenant, il a déjà eu un parcours scolaire, il a peut-être déjà eu un parcours professionnel ou de formation. Oui, Lui-même, déjà, il y a des choses qui ont été mises en place. Donc, on peut s'interroger, on peut regarder son CV, on peut lui poser des questions sur ce qui a été fait avant. Donc, c'est de lui faciliter l'expression de ses difficultés. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une personne qui peut être aussi à l'aise avec ces questions-là pour créer un climat de confiance, finalement, oui, pour ouvrir tous ces échanges. C'est pas évident, hein, tout de suite, dès l'inscription, de parler de ses difficultés, voilà, de créer un cadre convivial et de confiance, c'est important. d'où De l'utilité d'un référent voilà, handicap, ouais, même si voilà, c'est pas forcément une personne à temps plein ou de quelqu'un voilà, qui est attitré, mais ne serait-ce que de pouvoir parler à quelqu'un de ça et non pas simplement remplir un formulaire en ligne avec 50 types d'handicap que vous avez qui est un peu froid. mmh. De parler, de pouvoir parler, c'est déjà bien. Oui, puis bon, des fois, de cocher des cases pour parler du handicap, c'est pas toujours. C'est une Oui, démarche qui peut être difficile aussi, de se dire, tout à voilà, je fait. rentre dans des cases ou voilà, ça peut être stigmatisant. Donc, effectivement, ce cadre d'échange, il est important. Complètement. Après, voilà, on peut demander quand même au niveau du formulaire d'inscription si la personne elle a des besoins spécifiques. Oui, Donc là, déjà, on rentre pas dans les champs de la santé, dans le champ du handicap, donc c'est des approches qui sont plus voilà. simples En et faisant plus attention, par inclusives. contre, voilà, en faisant attention, par contre, comme tu dis, à la notion d'RGPD, voilà, à la notion de confidentialité de santé, des choses comme ça, voilà, Juste, voilà, besoins spécifiques et on ne tout à fait, rentre pas voilà, dans les champs de la santé qui, effectivement, sont pour le coup, oui, RGPD et secret médical. Donc tout là, à fait. oui. Et après, on peut lui demander si elle a une reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Bon, là, c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire, s'il y a de l'apprentissage ou si. Mais en tout cas, on peut s'arrêter aux besoins spécifiques. Je pense Voilà. qu'on est sur quelque chose d'assez large. On rentre pas dans le détail et par rapport, comme tu dis, à la RGPD, on est dans les clous. Et cette approche d'anticipation en amont, indispensable, va permettre de comprendre et donc, comme tu le mets, de varier, en fait, d'adapter, de varier les approches, etc. C'est ça. Quand on est dans la conception pédagogique, on est déjà on varie différents, enfin, on pense à différents supports, hein, des jeux de rôle, du travail en autonomie, du travail en groupe, ce qui va permettre quand même à la personne, d'un moment donné, de s'y retrouver dans la formation, d'avoir des plans de formation aussi bien structurés. Mais ça, c'est en Oui, général des choses qu'on fait tous, qu'on fait tous déjà en amont de nos formations. très bien. Donc voilà, donc cet accueil individualisé dont on vient de parler, c'est voilà, c'est quelque chose de très important qui est aussi attendu hein, dans les critères de Calliope. Quand on est sur du digital learning, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que la personne peut accéder à la formation finalement comme elle veut, d'adapter son rythme de formation. Oui, Donc après voilà, à voir hein, peut-être dans les temps de formation s'il y a du synchrone, de l'asynchrone. Donc voilà, comment on le module, comment on l'adapte, comment on informe la personne. Ce qui est important aussi en tant que formateur, c'est d'être attentif à nos apprenants. Parce qu'il y a certains apprenants pour qui on remarque un manque d'attention, un problème de compréhension, oui. des difficultés d'interaction avec les pairs, s'il n'y a pas des craintes excessives ou des situations d'échec qui seront répétées. Donc voilà, on peut en être attentif et on peut voilà, justement après prendre le temps d'échanger avec chaque apprenant. Donc là, on est Donc ça vraiment. nécessite également de faire voilà, pas des évaluations forcément à chaque module, mais des retours du coup de la session qui est passée avec les personnes pour recalibrer le type d'adaptation. Ça peut être des petits bilans de formation, des petits Oui, bilans intermédiaires. tout à En fait. tout cas, proposer ça. Ouais. Donc ça, c'est aussi voilà, des choses qu'on peut mettre en place assez facilement. Très bien. Sur nos supports écrits. Sur nos supports écrits, il va falloir quand même qu'on ait en tête pour toujours voilà, faire du digital learning inclusif, euh, de favoriser la lisibilité. Donc voilà, donc de Oui, favoriser justement une police sans sérif, enfin, son petit empattement. Vraiment, c'est simple. Donc là, j'en ai mis quelques-uns en exemple, mais c'est pas les seuls. Hein. oui. Une taille de police quand même suffisamment grande, avec un interligne, voilà, que ce soit assez espacé, assez visible.
Si on a certains mots, certaines notions qu'on veut mettre en évidence, autant privilégier le gras ou la couleur. Alors pas non plus D'accord. 50 couleurs, hein, et éviter tout ce qui va être italique et souligné. Pour des personnes qui ont des difficultés de lecture ou des difficultés visuelles, Oui. c'est à éviter. Voilà, on privilégie le gras ou une ou deux couleurs, c'est très bien. Les tableaux, pareil, autant éviter, autant que possible, ou en tout cas de pouvoir les expliciter, ou si c'est un tableau qui est complexe, autant faire plusieurs petits tableaux pour faciliter la compréhension du tableau. Les tableaux, c'est des choses qui sont pas Oui. évidentes à comprendre pour des personnes qui ont des difficultés de lecture ou de repérage dans l'espace. Oui, dans l'espace, c'est ça. Et Alice dit effectivement que la couleur peut être compliquée pour certains handicaps comme le daltonisme ou voilà, Oui, donc bien privilégié. Donc ça, il y a des bonnes pratiques. Alexia, tu donneras aussi des éléments. On les mettra dans le replay, en fait, des éléments euh, de choses, voilà, de conseils, etc. effectivement. Donc là, j'en parle hein, du contraste entre la couleur de la police et la couleur de l'arrière-plan. Donc j'en reparle juste après aussi dans le design. Au niveau de nos audios et de nos vidéos, parce on en fait beaucoup hein, en digital learning, donc il faut penser à inclure des sous-titres dans nos vidéos. Mais là, c'est pareil, on est dans de l'inclusif parce que c'est. Alors oui, ça va être très bien pour des personnes qui sont malentendantes, mais en même temps, pour certaines personnes, ou si on est migraineux, rien que ça, peut-être qu'on n'a pas envie à un moment donné d'entendre la vidéo et on va préférer faire le focus sur le sous-titre, sur l'écriture. Ou les On va parler- transcriptions, ou des, voilà, ou, ouais. Exactement. Donc c'est vraiment ça l'inclusion, c'est que ce soit profitable à tout le monde. Et d'autres vont préférer associer l'audio Ouais. au texte pour faciliter la mémorisation ou la concentration. Donc voilà, l'inclusif, c'est Oui. vraiment ça, c'est que ça puisse être profitable à tout le monde. Voilà. Et puis Euh, on- et des tips également, par exemple, de pouvoir mettre en plein écran, etc. Donc un LMS, en fait, un logiciel qui permet voilà, de zoomer ou de mettre en plein écran. Parce que comme on fait de la vidéo, souvent, c'est des petites vignettes, pas forcément on- très, très ouais, lisibles. exactement, de pouvoir les agrandir. On peut même télécharger hein, le texte qui est associé à la vidéo. Oui. Donc voilà, donc tout ça, c'est des petites choses qui sont pas si compliquées à mettre en place, mais qui en tout cas peuvent rendre service à tout le monde, j'ai envie de dire, quels que soient les besoins des personnes. Alors oui, hein, je parle distinctement face à la caméra, ça sert à rien de crier. Autant voilà, prendre le temps d'articuler et de parler distinctement, ça sera plus compréhensif que de parler fort. Oui, Voilà. alors juste par rapport à ça, effectivement, parfois, dans des formations, on voit des PowerPoint où il y a des pavés de texte, etc. Du coup, c'est compliqué à lire, à comprendre. Donc, c'est vrai qu'aussi bien considérer l'information importante de ce qui reste, de l'accessoire, de l'essentiel. C'est ça. On fait court, on fait simple et on sera compris, C'est mais de tous, quels que soient nos besoins, hein. Donc voilà, un design simple, sobre. Je simplifie la navigation, hein, je limite le nombre de clics. Euh, Normalement, en termes d'accessibilité numérique, si on regarde sur nos claviers, en appuyant sur la touche tabulation, on peut aussi se déplacer sans utiliser la souris. tout à fait. Pareil, toujours associé du texte descriptif, hein, ce qu'on appelle le texte de remplacement et une image. Donc ça, on peut le faire sous Word. En fait, ça peut permettre aux personnes qui ont un logiciel de dictée vocale, enfin un logiciel de lecture vocale, pardon, Mhm. d'avoir une transcription audio de l'image. Voilà. Oui, Donc ça, de c'est ce plus qu'il en faut. plus. Voilà. Oui. Surtout avec l'IA, aujourd'hui, il y a des possibilités. Voilà. Voilà. En plus, maintenant, avec l'IA, ça va être encore oui, d'autres choses. Un repère graphique uniforme, hein, donc des mêmes polices, mêmes couleurs, une même hiérarchisation de contenu. Ça va permettre de mieux se repérer. C'est vrai que là, le PowerPoint que j'ai diffusé, hein, c'est quelque part, je l'ai fait dans une logique inclusive. Voilà, c'est sobre, un contraste de couleurs qu'on retrouve, voilà, bien contrasté, noir sur blanc ou bleu sur blanc. Alors, C'est on peut même dire, effectivement, excuse-moi, je t'ai coupé, que comme dit Alice, c'est que quand on va travailler en amont notre charte graphique, mmh, voilà, notre positionnement de marque graphique, l'univers graphique,
on va déjà réfléchir, comme tu dis, par Oui, rapport à ces référentiels d'accessibilité numérique et d'inclusion. exactement, tout à fait. Tout à fait. Dès le début, en fait, Oui. finalement, dès la conception de notre charte graphique. Je ne sais pas ce qu'il nous reste comme temps pour présenter le rôle Alors, du référent handicap. il nous reste 5-10 minutes, voilà, pour essayer d'expliquer effectivement le rôle du référent handicap et puis de répondre à quelques questions. Très bien. Je reviens juste avant de présenter le rôle du référent handicap. C'est vrai que ces critères liés au handicap par rapport à Calliope, Oui. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une option. C'est pas une option, ça s'applique à tous les centres de formation. Alors, le référent handicap est obligatoire pour les CFA, pas forcément pour les OF. Oui. C'est la petite distinction, la petite nuance. Mais en tout cas, la prise en compte du handicap, c'est vraiment une obligation quand on a des financements publics et qu'on demande le label du coup Calliope pour pouvoir en bénéficier. Et ce critère, s'il y a un non-respect, il n'y aura pas de renouvellement Calliope. Donc ça engendrera une Oui. non-conformité. Donc voilà, vraiment cette sensibilisation au handicap est indispensable dès lors qu'on sollicite un agrément Calliope. Complètement. Et au-delà du référentiel Calliope, qui, voilà, si on fait de la formation subventionnée, on est quand même dans une logique, comme tu as dit, d'inclusion. On a envie que nos formations soient accessibles à tous. Et donc, forcément, si on essaie de faire de la qualité, de la formation de qualité, on va inclure cette dimension-là dans nos formations. Mais exactement, exactement. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est un processus, hein, c'est une démarche qui continue. C'est perfectible tout du long. Pas besoin que tout soit figé, que tout soit tout de suite, voilà, parfait, mais en tout cas qu'on aille quand même vers une démarche d'amélioration de la qualité des formations qu'on dispense. Exactement. Donc voilà, donc là j'ai présenté un petit peu hein, les différentes Bon, missions du référent handicap. C'est lui qui va assurer une veille sur tous les outils, sur la législation qui existe. On a vu que les choses évoluent, que ce soit en termes de législation, que ce soit même, comme tu dis, maintenant il y a l'IA. oui, Donc voilà, donc quand même quelqu'un, en tout cas, qui puisse assurer cette veille, je pense que c'est important dans chaque OF, de pouvoir repérer les difficultés des apprenants, de pouvoir les accompagner aussi tout au long de leur formation, pour sécuriser les parcours de formation, éviter les décrochages, solliciter les différents partenaires qui peuvent exister. Je vais les citer juste après. Donc c'est vrai qu'en tant que référent handicap, voilà, c'est quelqu'un qui doit être quand même assez disponible, faire preuve d'écoute, d'empathie, de bienveillance, évidemment. Et encore une fois, on est là pour encourager l'autonomie de la personne. On n'est pas là pour l'assister, pour voilà, chercher à tout faire à sa place. On est là pour favoriser son autonomie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on ne va pas s'appuyer sur ses difficultés. On va les prendre en compte, évidemment, hein, prendre en compte ses déficiences, mais on va aussi s'appuyer sur ses capacités. oui, Les personnes, elles ont toutes des capacités. Donc, voilà, on a souvent tendance à parler des difficultés, mais parlons aussi et surtout de ses capacités. Quels sont ses points complètement. forts? Quelles sont ses forces? Voilà, c'est une personne en fait, qui va être un sachant dans le domaine effectivement de l'inclusion et de la gestion de la relation avec les personnes porteuses d'handicap, à qui on va pouvoir se référer, qui va nous donner, parce qu'on n'a pas forcément, nous, tous les cas en fait, de retour d'expérience. Donc, cette personne-là va nous accompagner, nous conseiller, nous donner les bonnes approches, les bonnes pratiques. Mm. Et juste, Alice demande à ce que, alors pourquoi ne pas complètement changer et puis appeler ça le référent inclusion au lieu de référent handicap. C'est intéressant. Mm. Intéressant. C'est intéressant. Donc là, c'est vrai que c'est dans Calliope, hein, en tout cas, voilà, on l'appelle le référent handicap, mais je suis d'accord moi-même en tant que référente handicap, je sais très bien que ce titre est déjà stigmatisant et que pour certaines personnes, venir me contacter quelque part avec cette appellation-là, c'est déjà reconnaître qu'il y a du handicap. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. On peut être voilà malade. Et effectivement, je pense que cette réflexion-là est très intéressante. Et j'espère que les choses évolueront aussi dans ce sens où on enlèvera cette étiquette stigmatisante du handicap. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est là où on voit que c'est une démarche en fait progressive, hein. Donc 2005, 2018, Calliope, Mm. et on adapte progressivement même les termes pour que ça corresponde en fait à la société dans laquelle on vit.
voilà, plus inclusif, plus ouvert et moins stigmatisant. Donc, effectivement, on peut imaginer une autre appellation pour tout besoin spécifique. Voilà, telle personne est à votre disposition. On peut l'imaginer comme ça. Voilà, donc, messieurs les politiques et mesdames, donc, si vous changez, on n'appellera plus la loi handicap, la loi inclusion, et les référents inclusion également. C'est ça, exactement. Donc c'est ça qu'on a voilà, un panel de partenaires assez vaste hein, à mobiliser. Donc j'ai envie de citer en tout premier lieu la GFIP ou le FIP, en tout cas pour la fonction publique, qui sont des partenaires précieux qu'on peut solliciter. Il y a le réseau handicap formation qui est porté par les AGFIP, Oui. voilà, qui sont des mines d'or en termes de ressources, en termes d'échanges, on peut les contacter. On peut s'appuyer sur eux justement quand il y a des besoins auxquels on ne sait pas répondre. Hein. Le référent handicap, c'est pas forcément un expert. On n'est pas obligé de tout maîtriser, mais en tout cas, on sait où aller chercher l'information quand on en a besoin. C'est le principe. Ok. Ouais, je comprends. Bon. Dans les partenaires, on a Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, les OPCO, les opérateurs de compétences en fonction de voilà selon le CFA. Tout le milieu associatif qui est très large, ouais, on pourrait en citer plein. Oui. Mais bon, après, ça peut être aussi des structures locales. Donc ça, voilà, à chacun d'aller aussi un petit peu se renseigner sur ce qui existe. Mais voilà, ils sont nombreux et vraiment, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Oui, puis ce qui est intéressant dans l'approche associative, c'est qu'elle peut être généraliste. Donc, on peut aborder l'inclusion de façon générale ou spécialisée. En fait, tel handicap, comment on l'aborde, comment on y répond, comment on l'adapte. Exactement. Et puis le milieu associatif travaille aussi avec la GFIP. Hein, on peut avoir aussi des prestations d'appui spécifiques pour faire des bilans un petit peu plus voilà, pointus, un petit peu plus spécialisés en fonction du handicap. On a aussi voilà, les MDPH, hein, les maisons départementales des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées, telles que elles sont nommées. Bon, là j'ai mis quelques exemples, mais vraiment la liste, elle serait trop longue, ça me ferait trop de slides. Mais voilà, après aussi à chacun d'assurer sa veille. Mais déjà sur nos applications, donc Windows qui est quand même le plus utilisé, on a tous les paramètres Ouais. d'accessibilité. Euh, voilà, j'en ai cité quelques-uns. On a un logiciel en ligne, Astrid, qui est très bien pour convertir tout ce qui est fichier texte, Word, PDF en audio. Oui. L'application Edodis pour simplifier la lecture aux personnes qui ont des besoins particuliers voilà, de dyslexie ou autre. Color Contrast Analyzer aussi, c'est gratuit, c'est accessible en ligne et ça permet de mesurer justement le contraste entre deux couleurs, donc pour Oui. s'assurer de l'accessibilité de nos supports. Le visuel. Oui. Alors après, si on veut aussi aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre les différents types de handicap, il y a le site Sciences Po qui a mis en place des guides qui sont très bien faits justement sur chaque type, pour mieux comprendre chaque type de handicap et les besoins spécifiques en termes de pédagogie. Moi, je vous invite à aller les voir. Je les ai toujours accessibles. Oui. Il y a, pour mieux comprendre la santé mentale, donc tout ce qui va être handicap psychique, les guides du Psychom, ils sont accessibles en ligne et gratuitement, on peut les recevoir aussi. Ils sont très bien faits, ils comprennent vraiment, ils nous permettent de mieux comprendre ce que c'est que les maladies du psychisme, donc je vous invite à aller les voir. Et enfin, donc là c'est vraiment si on veut continuer à aller plus loin sur tout ce qui est accessibilité. Oui. Voilà, on a le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité hein, qui est disponible sur les sites du gouvernement. Et on a aussi les extensions qui sont possibles sur Firefox et Chrome. C'est gratuit. Oui. On peut aussi se renseigner sur les règles d'accessibilité des ERP, donc c'est les établissements qui reçoivent du public. C'est voilà, obligatoire depuis 2005, mais on en est encore loin. Oui. Donc ça, voilà, j'inviterai chacun, voilà, qui le souhaite, d'aller creuser un petit peu, voilà, toutes ces règles d'accessibilité. Et enfin, voilà, très largement, on a le site handicap.fr où on a plein d'informations sur le handicap. Super. Écoute, Voilà pour ma présentation. Il y a beaucoup à dire. J'ai essayé oui. voilà, de faire dense, mais en même temps, quand on me lance sur ce sujet, j'ai Non, toujours mais beaucoup à dire. c'est très, très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de questionnements après, peut-être aussi spécifiques en fonction de ce que je fais. Oui. Est-ce que je suis CFA, OF, individuel, etc.
Mais j'espère qu'on a pu au moins exposer dans les grandes lignes en fait, cette approche inclusive. On va essayer de répondre à 2-3 questions et après on libérera tout le monde pour aller déjeuner. Alors, une question, en tant que formateur indépendant, est-ce que je suis soumis aux mêmes obligations que les OF ou CFA ou pas? Bah, dès lors qu'il y a des fonds publics, on aura besoin d'être conforme à Calliope. Donc dans ces D'accord? cas-là, oui. Sinon, après, en tant qu'indépendant, si on intervient au sein d'un OF ou d'un CFA, eh bien, on peut appliquer la législation, enfin le cadre de l'organisme de formation auprès duquel D'accord. on intervient. Et donc, question un peu liée, les sanctions voilà, quelles sont les sanctions si on n'est pas, si nos formations ne sont pas adaptées, ne sont pas inclusives, et que par exemple, Ben, non-conformité, non-conformité non-conformité. Calliope et pas de financement public. Donc oui, voilà, donc c'est quand Et même assez. après, voilà. Et après, on peut être aussi, voilà, ça peut être de la discrimination, ça peut. Il y a une obligation de toute façon d'accessibilité, donc faut quand même se mettre dans cette démarche-là, dans cet Voilà. état d'esprit. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué. Donc, une question par rapport à ça, que faire si notre formation n'est pas compatible avec certains handicaps? Parce que voilà, si, en fonction du métier voilà, qu'on va enseigner ou de la pratique, tout n'est pas adapté à tout le monde. Bah, déjà, on peut prendre peut-être le temps de rencontrer la personne, hein, de réfléchir avec elle, de mobiliser les différents réseaux tels que la GFIP, tels que peut-être son conseiller Cap Emploi, Mhm. pour quand même voilà, prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on peut faire. Et après, effectivement, à un moment donné, il y a des limites et tout n'est pas adaptable. Mais peut-être que dans ces cas-là, c'est son projet professionnel qui a re-questionné, Tout à d'où fait. l'intérêt voilà, d'inviter la personne à se rapprocher ou de la MDPH ou de son conseiller Cap Emploi. Bon, selon la situation, mais en tout cas de pouvoir quand même proposer des pistes à la personne. Donc, on peut aussi enfin, bien informer à travers les prérequis, etc., pour bien Voilà, expliquer voilà, le contexte en fait, de la formation et les limites aussi voilà, de la compétence qu'on va développer. Parce que voilà, si tous les métiers ne sont pas adaptés à tout le monde. tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, des prérequis bien détaillés. Et après, on peut s'appuyer voilà, sur les partenaires pour réfléchir vraiment à ce qu'on peut mettre en place Sur le ou là projet. où on atteint nos limites, mais en tout cas que ce soit une réflexion plutôt collégiale, partenariale. Et dernière question, qui contrôle la conformité des formations sur cette dimension d'inclusion? Eh ben, ça va être lors des audits Calliope, D'accord, c'est les auditeurs et voilà. les auditeurs. Donc après, au niveau des preuves, hein, ils peuvent demander des éléments de preuve en fonction des différents indicateurs qu'on a cités. Super. Ça tombe bien, nous, dans le collectif, on a de nombreuses personnes, voilà, dont des auditeurs, dont Rachel, voilà, qui est intervenue il y a quelques semaines sur un séminaire justement sur Calliope, que vous pouvez retrouver en replay dans l'espace du collectif. On arrive au terme de cette conférence. Je te remercie, Alexia. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle conférence avec Laurence Plot pour la partie sur la thématique de la délégation. Donc, aujourd'hui, pour être efficace, pour travailler mieux, on a souvent besoin de collaborer avec d'autres personnes. Donc, comment, en fait, développer des approches de délégation, de travail collaboratif et mieux travailler. Merci, Alexia. Mais merci Brahim, merci à tous et très bonne journée. Merci à tous, voilà, tous ceux qui sont connectés. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous retrouverez d'ici un jour ou deux le replay également de cette conférence dans l'espace du collectif. Merci à tous, un très bon déjeuner et un très bel après-midi à tous. Merci. Merci Alexia. Merci, au revoir. Au revoir.